Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour ce webinaire de la série Convergence. Donc, je m'appelle Alexandrine Desourdis, je suis directrice stratégie de programmation, initiative d'impact et relations avec la communauté à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Bienvenue pour cet épisode ce matin. Donc, à titre de rappel, Convergence, c'est une grande initiative qui est portée par la Chambre et par BMO, avec l'appui de près de 20 partenaires, dont le gouvernement du Québec. Et cette initiative vise à appuyer les entreprises dans leur transition durable. On consulte à la Chambre régulièrement les membres de notre communauté d'affaires pour connaître leurs besoins, leurs priorités pour réussir le virage vert et la transition durable qui est face à eux. Et donc, on constate en fait que les gens d'affaires sont très sensibles en fait au changement climatique, aux besoins de se transformer et à l'impact de leur organisation sur l'environnement. Mais seulement la moitié d'entre elles ont entamé leur transition et donc elles ont besoin d'accompagnement, de ressources, d'outils pour les aider à réaliser cette transition. Et à travers Convergence, c'est ce qu'on souhaite faire. Et donc, à travers cette série de webinaires, plus encore, on souhaite apporter des contenus qui sont pertinents pour les entreprises pour réaliser cette transition. On réunit des experts, des leaders qui nous partagent leurs expériences, leurs expertises. Et donc, on est heureux de vous avoir en direct avec nous ce matin parce que l'avantage d'être avec nous, c'est que vous allez pouvoir poser des questions à la fin de la présentation à notre invité. Et donc, on va pouvoir avoir un échange sur le contenu qui sera présenté aujourd'hui. Bien sûr, les webinaires sont présentés en rediffusion sur le site de la Chambre de commerce dans les prochains jours. Il sera rendu disponible. Donc, pour toutes les questions qui vont être à la fin, je vous invite en fait à utiliser la boîte au bas de votre écran, la boîte Q&A, pour poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser tout au long de la présentation. Nous allons les prendre à la toute fin. Et maintenant, sans plus attendre, j'ai le plaisir d'inviter Joanie Lacasse, leader d'expertise transformation organisationnelle chez Énergir. Donc, Joanie va se joindre à nous Bonjour Joanie. Donc, sa présentation d'aujourd'hui va parler en fait de transformation durable en entreprise et Joanie va être en mesure de vous parler des bonnes pratiques en termes de transformation, mais également de vous parler de l'expérience d'Énergir dans sa propre transformation, dans son parcours. Donc, Joanie, sans plus attendre, je te cède la parole, puis on se retrouve un peu plus tard pour quelques questions de nos participants. Merci, puis bon webinaire. Merci beaucoup, Alexandrine. Bon matin, tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être là ce matin avec vous. Merci beaucoup là, à la Chambre de commerce Montréal métropolitain, à Énergir, à BMO également, aux partenaires. En fait, c'est vraiment une belle chance qu'on a de partager notre expérience en transformation. C'est un défi de se transformer, puis que ça me fera vraiment plaisir de vous partager les défis que nous on vit, puis nos apprentissages aussi là-dedans. Donc, sans plus tarder, je vais partager dans le fond une présentation. Voilà, ça devrait aller. Oups, excusez-moi. J'ai un doute à savoir si... Non, la présentation ne fonctionne pas. Attendez, donnez-moi un petit instant. Ici, comme ceci, comme ça, comme ça. Si je fais ça comme ça, donnez-moi, soyez patient, s'il vous plaît, avec moi, un tout petit instant. Voilà. Est-ce que, Alexandrine, vous pouvez me confirmer que les participants voient bien la bonne chose? Non, malheureusement, on ne la voit pas, Joanie, mais on va prendre le temps de s'installer comme il faut. Donc, si tu voudrais réessayer le bouton de partage au bas de l'écran, puis peut-être sinon on pourra se partager la présentation pour toi si ça ne fonctionne pas. Oui, attendez un instant, j'ai fait un autre essai. Merci beaucoup d'être si nombreux. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont connectées ce matin. C'est vraiment super de vous avoir tous en ligne pour cette thématique. Donc, définitivement, il y a de l'intérêt à parler de transformation durable en entreprise. C'est tout un défi
que certainement plusieurs de vos entreprises vivent. Puis on le sait que ça demande une énorme mobilisation de toutes les parties prenantes. Donc, je pense qu'on va avoir des belles clés ce matin pour en discuter. Voilà, je pense qu'on l'a eu. Je ne la vois pas, Joanie. Est-ce que tu veux... Toujours pas? Non, OK. Bon, malheureusement. bien, je vais vous demander un coup de main. Est-ce que quelqu'un de mon équipe pourrait partager la présentation à ce moment-là? En fait, moi, je vais m'en occuper de partager la Parfait, dernière version. Donc, ça sera pas bien long. parfait, Je te laisse débuter. Merci. parfait. Bien, De écoutez, démarrer. pendant qu'on règle ce petit souci-là, en fait, là où, tu sais, dans le fond, ce qui nous réunit là, aujourd'hui, euh, assurément, c'est parce que vous avez là, un impératif de transformation vous-même. Donc, ça peut être en fait là, autour des changements climatiques, l'accélération là, de notre lutte au changement climatique. Nos cibles de décarbonation là, sont de plus en plus ambitieuses en fait et exigent évidemment là, des changements là, importants au niveau de nos façons de faire. Ça peut également être au niveau de perturbations politiques ou économiques. Hein? La pandémie, la guerre en Ukraine sont des facteurs. Là, si jamais, dans le cadre de vos activités, vous faites de l'import-export, assurément, vous avez un contexte externe qui change beaucoup et ça peut même venir là, affecter vos stratégies d'affaires. Ça peut être un concurrent sur le marché là, qui prend une place, qui est de plus en plus agressif et en fait là, qui vous demande finalement de rester pertinent pour votre clientèle. Ça peut être un autre élément ou ça peut encore être des défis là, reliés à la main-d'œuvre. Hein. On le sait, la pénurie de main-d'œuvre, on ne fait plus qu'en parler. Elle est là, elle est réelle. Donc, c'est vraiment quelque chose dans le fond, là, vient affecter plusieurs organisations là, aujourd'hui. Donc, les impératifs de se transformer peuvent être différents, peuvent être grands. C'est une pression externe là, devant laquelle là, on doit changer, adapter, dans le fond, le modèle d'affaires. Si on passe à la diapo suivante, dans le fond, ce qui s'est passé pour Énergir, dans notre cas, évidemment, c'était oui, la lutte au changement climatique, les cibles de décarbonation encore plus importantes qui nous a amené à nous transformer. Le besoin aussi de rester pertinent comme organisation. Hein. Nous, on est passé à l'état on était un distributeur gazier essentiellement là, au début des années 2000. La quasi-totalité des activités de notre entreprise était liée à la distribution du gaz naturel. Et on devient, en fait, notre aspiration est de devenir une entreprise qui devient un partenaire recherché pour accompagner les gens à choisir des solutions énergétiques, qu'elles soient carboneutres ou qu'elles permettent de décarboner. OK? Alors, essentiellement, nous, ce qu'on vit, c'est une transformation de notre modèle d'affaires. C'est très profond comme changement. Si on va à la diapo suivante, vous allez voir en fait que nos ambitions sont grandes. Je vais peut-être demander de merci beaucoup. Donc, dans le fond, vous voyez, là, nos ambitions, elles sont là. Ultimement, ce qu'on vise en 2050, c'est carrément la carboneutralité. Donc, ce n'est pas rien. C'est la raison pour laquelle moi, je ne parle pas nécessairement de transformation numérique. OK? On va vraiment parler, dans le cas d'énergie, d'une transformation de son modèle d'affaires. Ceci étant dit, il y a une composante numérique très importante, évidemment, dans notre transformation, mais la nature même de notre transformation n'est pas une transformation numérique. Puis ça, si vous êtes en train de vous réfléchir à votre modèle de transformation, ça peut devenir vite une question. On est en transformation? C'est une transformation numérique? Qu'est-ce que c'est? Vous allez le voir. Le changement de la présentation a changé pour moi. Ce n'est plus en mode de présentation. Je ne sais pas si quelqu'un peut ajuster par rapport à ça parce qu'on voit les notes à l'écran. Merci. Peut-être, tu sais, un exemple, je vais terminer là-dessus, là, mais un exemple super concret de ce qui change chez nous, puis pourquoi je dis que c'est vraiment une transformation de modèle d'affaires. Si je prends l'exemple de nos représentants, OK,
du jour au lendemain, à une journée, du jour au lendemain, j'exagère, mais à une journée, on leur disait, ben oui, donc notre intention, c'est de vendre des volumes de gaz naturel, bien évidemment. On est passé de là à une situation où finalement, on devait demander à nos représentants de vendre différentes solutions énergétiques. Donc, du jour au lendemain, ils devaient arriver devant un client et dire bonjour, comment ça va? Vous savez, ben, aujourd'hui, on a du gaz naturel renouvelable, on peut vous offrir de la biénergie, on a des services en efficacité énergétique également selon les besoins du client. C'est très différent. On est passé d'une entreprise qui vendait des volumes à une entreprise qui va aller cibler de la valeur pour le client dans sa quête de décarbonation et qui va devenir un partenaire réellement dans la quête de services énergétiques qui sont les plus optimales pour la situation. Donc, ça, c'est la réalité pour la transformation d'énergie. Je vais vous parler de 3 éléments clés aujourd'hui qui permettent finalement d'exécuter une transformation comme ça. La première des choses, c'est d'avoir un plan stratégique. La deuxième des choses, deuxième élément qui va apparaître à l'écran, c'est d'avoir une structure de gouvernance forte. Je vais vous en reparler, je vais vous en reparler un petit peu plus en détail. Puis le troisième élément, c'est d'avoir des outils à l'interne de professionnaliser comment on conduit en fait nos projets. Puis je vais vous parler de 4 pratiques pour exécuter finalement votre stratégie. Je vais vous parler de gestion de projet, d'amélioration continue, de gestion de changement et de planification de main-d'œuvre. Donc, premier élément, si on va à l'importance d'avoir un plan stratégique, votre plan stratégique, c'est vraiment votre étoile du Nord. On peut passer à l'autre diapo. Votre plan stratégique est vraiment, encore une fois, s'il vous plaît, merci beaucoup. Donc, votre plan stratégique, c'est vraiment de vous dire quel est l'état final désiré. En fait, c'est de se poser la question à savoir comment on a besoin d'évoluer pour continuer à servir notre clientèle, pour demeurer pertinent, pour répondre efficacement aux besoins de notre clientèle. Donc, je ne suis pas stratégiste, OK? On a la chance chez Énergie, on a des équipes de stratégie qui vont produire le plan stratégique. Et dans le fond, une façon d'y arriver, d'y faire, de réaffirmer finalement votre identité ou de définir votre état futur et de faire un examen de conscience, à savoir, ben, comment vous êtes positionné à l'heure actuelle par rapport à votre contexte de marché, par rapport à votre mission d'entreprise. Comment, encore une fois, vous devez évoluer pour créer de la valeur pour vos clients, puis maximiser vos chances de succès également. C'est une approche qui est gagnante-gagnante. Donc, un exercice qui peut être pertinent à faire, c'est, sans surprise, vous le connaissez probablement, c'est un exercice opportunité-menace, force-faiblesse, qui va vous permettre peut-être de reconfirmer votre destination ultime. Et des questions aussi qui peuvent être intéressantes quand vous construisez votre plan stratégique, c'est de savoir, ben, c'est quoi les problèmes qu'on doit résoudre pour nos clients? À quoi notre succès va ressembler, mais à quoi celui de nos clients va ressembler également, notre clientèle? De quoi on a besoin pour se transformer? Puis, ce serait quoi l'impact de ne pas se transformer également? Donc, ça, c'est des questions qui peuvent être assez puissantes. Donc, l'idée, c'est d'avoir une vision très, très claire à ce niveau-là. Si on va à la prochaine diapositive, je vais vous amener sur finalement notre plan stratégique à nous, Énergia, qui est notre plan CAP sur 2030. Donc, tout à l'heure, vous avez vu objectif, là, vision 2050, carboneutralité. Pour arriver là, bien, on a découpé finalement nos objectifs. Une première découpe de nos objectifs, c'est d'arriver, ce sont nos intentions pour 2030 et elles s'expriment à travers ce que vous voyez à l'écran. C'est en fait là, un plan stratégique qui s'oriente autour de 4 axes stratégiques. Vous l'avez vu là, dans les premières diapos, ça fait depuis les années 2000, en fait, qu'on décarbone nos activités. Donc, ça ne vient pas du jour au lendemain. OK? L'identité d'une entreprise, sa mission, c'est quelque chose qui évolue.
Et dans le fond, ce qui s'est passé pour nous, c'est que l'intensification des dernières années là, autour de la décarbonation, de la lutte au changement climatique, est venue mettre plus de pression sur, plus d'emphase en fait, sur l'importance de développer encore plus de produits pour de décarbonation pour nos clients. Et c'est là où on est arrivé avec le plan CAP sur 2030. Donc, l'examen s'est fait, l'examen, là, c'est vraiment fait en continu. Et on s'est retrouvé avec un plan qui s'oriente autour de 4 axes stratégiques. Pourquoi 4? En fait, le nombre n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'avoir un plan qui est très, très clair et facile à comprendre, facile à communiquer pour être capable d'aller créer facilement de l'alignement. On va parler de l'alignement dans la structure de gouvernance. C'est très important. Et ce que je vous dirais, c'est un autre élément qui est vraiment fondamental, c'est de vous assurer d'aligner la rémunération avec vos cibles stratégiques. OK? Donc, par exemple, chez Énergir, le système de bonification de notre équipe de direction, de nos cadres spécialisés également, là, est fonction de l'atteinte des objectifs du plan stratégique. Et comme vous le voyez, on a un axe qui est autour de la décarbonation, de la pérennisation, de la diversification de nos activités. Puis après, ben, c'est d'aller se donner des moyens pour optimiser nos façons de faire pour être capable justement de faire de la place puis développer ces nouvelles activités-là. Tout ça en continuant de se démarquer là, comme étant une entreprise qui est responsable. On peut passer au deuxième sujet. Merci. Donc, la gouvernance, on peut sauter tout de suite à la deuxième diapo. Merci beaucoup. Gouvernance et transformation, donc deux façons de faire. Il y en a plus que ça, mais aujourd'hui, je vous en présente deux. Donc, est-ce qu'on transforme? OK, donc on est dans un mode un peu plus directif, on isole les projets dans une structure et on lui donne ses ressources, elle est complètement indépendante, ou on développe notre habileté à se transformer. On peut aller un petit peu plus loin. Sans surprise, c'est la façon de faire qu'Énergir a déterminé. Pourquoi? C'est qu'en fait, non seulement on voulait avoir une transformation qui était durable au niveau de la transition juste, mais c'est aussi important d'avoir une transformation qui est durable à l'interne. Donc, ce que nous, on voulait, c'était vraiment outiller nos gens, développer notre habileté à changer, développer notre capacité de se transformer à l'interne. On peut aller aux prochaines diapositives, s'il vous plaît. Comment ça, OK, c'est beau, là, se transformer de l'intérieur, mais tu sais, on fait ça comment? Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a créé des structures, des mécanismes, en fait, de gouvernance, plus exactement, pas des structures, des mécanismes de gouvernance qui sont transversaux. Par mécanisme, là, vous retrouvez nos 4 axes de façon transversale. Les 4 axes, finalement, de notre plan stratégique se retrouvent en quelque sorte dans des portefeuilles de projets qu'on a créés qui rassemblent des projets sous les thèmes de nos axes stratégiques. Et ce sont des structures qui sont intégrées à nos opérations courantes de façon complètement matricielle. Et ce qu'on a pris soin aussi de faire, c'est que les porteurs, donc les représentants affaires de chacun de ces portefeuilles-là, sont à des niveaux de direction dans notre organisation. Ce ne sont pas des vice-présidences exécutives, ce qui nous permet en fait d'avoir vraiment un point pivot fort intéressant entre la compréhension de nos opérations pour aller influencer finalement les décisions de notre équipe de direction. OK? Donc, c'était important pour nous de ne pas être trop loin de nos opérations, de la réalité, pour rester là, près du plancher, près de la réalité. Et un autre élément qui est très, très important, c'est transversal. Pourquoi? Parce que c'est important d'aller travailler dans la collaboration entre nos secteurs. Okay? Souvent, dans nos organisations, on a des organisations qui sont sectorielles et l'inconvénient de ça, c'est que parfois, on vient qu'à travailler un peu en silo. Et ce qu'on veut vraiment faire en transformation, c'est d'aller travailler tout le long de notre chaîne de valeur. Okay? Donc, de notre secteur A à E, bien, comment ensemble ces gens-là viennent à produire de la valeur pour le client. Deuxième élément qui est très important, c'est de s'assurer que au niveau du bureau de la transformation, il y a une représentation directe qui peut être faite à notre équipe de direction.
Donc, nous, on a notre directeur exécutif, Olivier Beauregard, qui est présent, en fait, au niveau là, de notre équipe de direction et qui peut avoir la voix de la transformation. C'est très important d'avoir cette représentation-là pour s'assurer finalement qu'on peut challenger le statu quo. C'est le propre d'une transformation. Le défi, c'est qu'on change la transformation à partir, on change l'organisation, pardon, à partir du système. Donc, maintenant, là, je vous entends penser, là, oh là là, la grosse patente. Non, c'est pas si gros que ça. Déjà, chez nous, tout est en matriciel. Je vais passer aux pratiques et vous allez voir que toutes les pratiques aussi ne relèvent absolument pas du bureau de la transformation. Et, donc, on nous demande souvent où on doit être, où ça doit, ça relève de qui, tu sais, le bureau de transformation. C'est pas tant de qui ça relève que de quoi on a besoin pour être efficace sur une équipe de transformation. Oui, tu sais, tout le monde voudrait relever du CIO. C'est pas nécessairement comme ça que c'est le plus opportun, ok, que c'est le plus exécutable dans la réalité. L'important, c'est d'être dans une position qui est neutre, d'avoir une indépendance pour être capable d'influencer les différentes parties prenantes à vraiment jouer leur rôle pour exécuter la transformation. C'est ce que je vous répondrai là-dessus. Chez Énergir, on relève de l'équipe stratégie. OK? Donc, on ne relève pas du vice-président directement. Ceci étant dit, on est représenté sur l'équipe de direction. Première pratique, il y en a 4. Et là, j'ai fait des choix déchirants aujourd'hui. Je vous parle de 4 pratiques. J'aurais pu en rajouter beaucoup. Écoutez, il faut comprendre, je vais être à très haut niveau, il faut comprendre qu'on pourrait vous présenter des informations sur chacune. En fait, on pourrait faire un webinaire avec chacune de ces diapositives-là, finalement. Première pratique super importante là, pour être capable de développer votre habileté à vous transformer à l'interne, c'est la gestion de projet. Pourquoi c'est important la gestion de projet? En fait, première des choses, vous avez absolument besoin d'avoir la vue d'ensemble de vos projets et vous avez besoin aussi d'être capable d'exécuter efficacement vos projets. OK? Première chose qu'on a faite aux alentours de 2020, 2021, 2022, en fait, on a cartographié l'ensemble des projets qu'on avait dans l'organisation. Et ça peut paraître anodin, mais je suis certaine que si je posais la question dans la salle, peu d'organisations pourraient me dire oui, oui, nous, on voit tout ce qui se fait. C'est pas vrai. Il y a des projets, comme dirait une collègue dans mon équipe, il y a des projets clandestins dans une organisation. C'est important de les voir. Pourquoi? Parce que vos ressources sont limitées. Donc, plus vous en faites, finalement, moins vous avez la chance de focaliser sur un sujet très précis. OK? Donc, choisir, c'est renoncer. C'est possible que pour faire mieux, il faille en faire moins, finalement. Donc, premièrement, là, on s'est assuré d'avoir la vue d'ensemble de nos projets. On a créé le bureau de transformation là, en 2021 officiellement. On a créé les portefeuilles dont je vous parlais. Et on a commencé avec une première mouture de critères de priorisation. Ensuite de ça, on a continué d'évoluer et on a été formaliser notre bureau de projet interne. Vous m'avez bien entendu, on a un bureau de transformation et on a un bureau de projet interne. Ce n'est pas la même chose. Ils n'ont pas du tout la même responsabilité. Notre bureau de projet interne, au début, on avait un service de gestion de projet, mais il était dédié à des projets TI seulement, et c'est souvent le cas dans les organisations. Si vous êtes une plus petite entreprise, peut-être que vous avez un ou deux gestionnaires de projets pour des projets majeurs. Et dans le fond, nous, on a perçu le besoin d'extensionner la professionnalisation de la conduite de projet à tout, aux projets qu'on avait de toutes sortes de nature. C'était très important pour être capable de livrer nos projets là, efficacement. Et on a été jusqu'à assigner là, des gestionnaires de programmes à nos portefeuilles. Donc, on a des porteurs affaires au niveau là, de nos portefeuilles représentant nos axes stratégiques là, à notre plan stratégique. On a à ça, ils sont accompagnés, ils sont pairés à des gestionnaires de programmes pour assurer l'exécution saine des différents projets de leur portefeuille. Et on a commencé à internaliser un petit peu des ressources en gestion de projet parce qu'on avait une grande proportion de consultants, puis on s'est aperçu qu'on perdait un petit peu de connaissances là, avec ça.
Éventuellement, là où on veut aller, c'est de mettre plus d'autonomiser encore plus là, nos portefeuilles pour être vraiment là, se coordonner entre eux, s'échanger des projets aux besoins, faire émerger des projets aussi aux besoins. Un portefeuille peut aller en soutenir un autre parfois. Et là où on tend, c'est vraiment de développer encore plus notre maturité au niveau de la traçabilité des bénéfices, là, au niveau de la gestion de la valeur. Je peux passer à l'autre sujet. L'amélioration continue. Donc, l'amélioration continue, c'est une suite, c'est la suite logique, à mon sens, de la gestion de projet. Pourquoi je dis ça? C'est que je vous ai dit, hein, gestion de projet, c'est important. Nos ressources sont limitées, donc c'est important d'avoir la vue d'ensemble de nos projets. C'est important de les exécuter efficacement, mais c'est encore plus important de travailler sur les bonnes choses, de sélectionner les bons projets. Donc, au départ, on avait une équipe d'amélioration continue qui répondait finalement à la demande là, de différents projets d'amélioration lorsque les secteurs venaient à nous. On s'est aperçu à un moment donné qu'on n'avait peut-être pas toujours les projets optimaux pour exécuter notre plan stratégique. OK? Donc, l'équipe d'amélioration continue a été repositionnée pour vraiment être plus en amont dans l'émergence des projets, pour aller examiner quels changements on doit opérer à nos modèles opérationnels, encore une fois, pour atteindre des objectifs à notre plan stratégique. Fait qu'est-ce qu'on doit faire exactement pour faire bouger les aiguilles au plan strat? Et ça se fait pas seulement en regardant les aspects technologiques, mais vraiment en regardant une portée de projet dans son ensemble au niveau des personnes, les rôles et responsabilités, les processus, oui, les outils en même temps, les données et également là, de considérer l'exécution de tout ça dans le respect de la culture de notre entreprise. Là, ce vers quoi on tend, là où on veut aller, c'est vraiment de continuer à travailler avec les équipes pour faire émerger les feuilles de route les plus pertinentes, encore une fois, l'exécution de notre plan stratégique. Donc, on utilise différentes méthodes avec les équipes pour aller cibler les projets qui seraient les plus porteurs et qui contribueraient le plus rapidement à l'atteinte de nos cibles stratégiques avec différentes méthodes, là, différents outils. On tend de plus en plus à développer des outils d'architecture d'affaires. Je ne vais pas ouvrir cette porte-là aujourd'hui, mais essentiellement, ce qu'on cherche à faire, c'est d'avoir des outils objectif pour faciliter la prise de décision quand vient le temps de prioriser et de faire des choix. C'est vraiment une clé en transformation, c'est de faire des choix, d'arriver à renoncer malheureusement à certains projets, mais pas parce qu'ils ne sont pas importants, c'est juste d'en prioriser d'autres puis d'avancer. On peut passer à la troisième pratique. Donc, la troisième pratique, la gestion de changement, non la moindre. On avait une pratique de gestion de changement déjà chez Émergeur depuis un bon moment, depuis 2016. On a continué de la faire évoluer depuis. On a internalisé des ressources à un certain point. Encore une fois, beaucoup de consultations, il y avait de la perte de connaissances. Et on a été greffé une ressource en gestion de changement à notre équipe de portefeuille. Donc, on a un porteur à faire, quelqu'un de l'équipe du bureau de projet, un gestionnaire de programme, et on a quelqu'un en gestion de changement qui vient avoir une vue transversale sur l'ensemble des projets du portefeuille. On s'est assuré d'avoir une vue également, éventuellement, sur l'ensemble des projets qui touchaient nos équipes. OK, à un moment donné, on s'est aperçu que, oups, on déployait une somme de projets très importante sur un même secteur dans l'organisation. Et c'est quelque chose sur lequel on n'avait pas de visibilité. On a été chercher cette visibilité-là et ça nous permet en fait de moduler aujourd'hui dans certains cas des déploiements ou de dire, écoutez, là, on peut-tu reculer ça de 2 mois? Ça va faire beaucoup pour les équipes. On tend aussi à uniformiser nos méthodologies. Et là où on tend à aller en gestion de changement, où on veut faire évoluer la pratique, c'est vraiment, et encore là, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment un rôle qui vient pour moi compléter la gestion, l'amélioration continue et la gestion de projet au niveau là, de la traçabilité des bénéfices, c'est de dire, on va concentrer maintenant nos efforts en gestion de changement sur les éléments des processus qu'on doit changer qui vont réellement créer de la valeur pour l'organisation.
OK? En gestion de changement, vous pouvez travailler à l'infini. Vous pouvez en faire beaucoup, 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 beaucoup parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à faire. Mais vous avez probablement moins de 20 des gens qui sont touchés dans un projet qui vont réellement aller créer la valeur. Ce que je veux dire, c'est que il y a souvent très peu de gens qui vont dans le changement de leurs tâches, vont réellement aller chercher le gain attendu. Je ne dis pas que tous les gens ne sont pas importants et qu'ils ne sont pas impactés, mais je dis que les gens qui sont au cœur de la création de valeur sont souvent là, des gens très, très ciblés dans les projets. Puis si on arrive à focaliser nos efforts là-dessus, ben, on devient beaucoup plus efficace dans notre gestion du changement. Dernière pratique, et non la moindre, encore là, on aurait pu là, tenir un webinaire sur le sujet, la planification de la main-d'œuvre. Ça a toujours été une préoccupation depuis le début des discussions de notre équipe de direction de dire ça va être quoi l'impact sur nos emplois, mais surtout, on n'est pas inquiets. Ils veulent s'assurer qu'on va être capable de bien traiter nos employés, qu'on va être capable de maximiser nos talents à l'interne, de les accompagner dans cette transformation-là. Donc, on avait vraiment, là, on a identifié le besoin de conduire un exercice qui est prévisionnel. C'est ce que c'est, la planification stratégique de la main-d'œuvre. L'idée, c'est d'avoir, au moment où vous en avez besoin, les bons talents aux bonnes places, avec les bonnes compétences. Ce que nous, on a fait à l'interne, on a fait un premier pilote au niveau de l'injection du gaz naturel renouvelable dans le réseau, essentiellement. C'était une activité qui était nouvelle. On voulait comprendre quels étaient les impacts. Le pilote a été un succès. On a donc étendu l'analyse à toutes nos activités là, cœur de métier pour essayer de déterminer bien, la diversification de nos activités, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur nos besoins de main-d'œuvre et est-ce qu'on a les bonnes compétences à l'interne pour le faire? Si on ne l'a pas, comment on va les développer? Et on poursuit, en fait, actuellement, on est en phase 3. On est en train là, de creuser pour des métiers qu'on a jugés beaucoup plus vulnérables, pour lesquels les besoins d'évolution de compétences naissent rapidement, de dire, bien, comment pour ces métiers-là, on va s'y prendre. On a pris une plus petite bouchée pour arriver à creuser. Là où on s'en va avec ça, bien, en fait, on est très, très limité par les données qu'on avait. Là. C'est un défi aussi, je pense, pour plusieurs organisations. On envisage donc d'aller utiliser l'intelligence artificielle pour accélérer la collecte de données au niveau des compétences, puis peut-être modéliser là, certaines prévisions. On peut passer à la diapositive suivante. Je vais aller rapidement pour m'assurer qu'on a du temps pour les questions, mais essentiellement, quelques pièges en transformation. J'en ai parlé déjà. Super important d'aligner la rémunération avec vos objectifs stratégiques, sinon vous allez créer une incohérence. Deuxième élément, attendre que tout soit parfait. C'est absolument pas nécessaire d'attendre que tout soit parfait. Là, je vous ai parlé de beaucoup, beaucoup de choses. Peut-être que vous avez l'impression que c'est une montagne. Absolument pas. Commencez petit, mettez-vous en action, créez de la valeur, améliorez par la suite. Troisième élément, le dogmatisme. Tous les modèles sont faux, certains sont utiles. Bien, ça va avec ce que je viens de vous parler au niveau de la perfection. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans les livres. Il y a plein, plein, plein de méthodologies. Les débats de méthodologie deviennent contre-productifs. OK? C'est important de prendre ce que vous avez besoin, ce qui correspond à votre culture, puis d'en faire le vôtre. Je vais arrêter là. Dernier élément, sous-estimer les efforts financiers et humains d'une transformation. Je ne suis pas en train de dire que ça coûte très, très, très cher de se transformer. Ce que je dis, c'est que c'est important de dédier des ressources à la transformation. C'est différent. En finissant, 3 éléments. J'en ai parlé. Premier élément, soyez clair, définissez votre étoile du Nord. Vous n'y arriverez pas si vous n'êtes pas capable de voir avant de tomber dans l'action. Deuxième élément, allez chercher de l'aide. Plusieurs professionnels sont là pour vous aider. N'hésitez pas à aller en chercher. Et le troisième élément, c'est vraiment de ne pas hésiter à mesurer la progression de votre transformation. Vous pouvez la mesurer évidemment par l'atteinte de vos cibles, mais aussi par l'évolution de la maturité dans vos pratiques. C'est une autre façon qu'on peut se mesurer. En terminant, je pense qu'une des clés de la transformation, c'est vraiment d'aller créer les conditions gagnantes pour vos équipes. Moi, je suis chanceuse, là, aujourd'hui, j'ai eu toute l'attention, j'ai eu tout le spotlight, mais la transformation, c'est vos équipes qui la livrent.
c'est pas le bureau de transformation non plus. C'est les équipes, c'est les lignes d'affaires. Puis je pense que notre job comme leader en transformation, c'est d'aller créer les conditions gagnantes pour leur permettre de faire leur travail. Donc voilà, je pense qu'on peut passer aux questions. Bonjour Joanie, merci énormément pour cette présentation. C'était ultra intéressant. Je pense que ça nous amène des clés tellement pertinentes pour toute organisation, peu importe la taille. Puis je vois qu'on a eu en fait de belles questions dans l'espace Q&A de nos participants tout au long de la présentation. Merci beaucoup. Si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas, il est encore temps d'en poser. Donc, je vais commencer avec une première question. Tu as présenté 4 axes stratégiques un peu plus tôt, puis quelqu'un nous demandait en fait où se trouve la notion de capital humain dans ces axes-là. Comment se positionne par exemple la rétention des employés, toute la marque employeur possiblement, mais donc le capital humain, comment ça se... Est-ce que c'est un axe en soi ou est-ce que c'est transversal peut-être aux axes que tu proposes? Oui, exactement. Ben, c'est une très bonne question. Puis c'est un volet qui a été. On a, de façon complètement déchirée, j'ai pas pu aborder le sujet. En fait, tous les éléments de culture, d'accompagnement, de gestion des talents, chez nous, on a, dans la réalité, on a un portefeuille de projets qui couvre ces éléments-là. C'est un élément, c'est un axe qui est complètement transversal à tous les autres axes. L'expérience employée, les éléments de capital humain vont s'exprimer à travers les projets de transformation. C'est dans le comment vous allez exécuter vos projets. Par exemple, si vous avez, par exemple, on a dans les activités de décarbonation, on a des changements de compétences très importants. OK? On a besoin au niveau de l'évolution de la gestion de nos talents, dans notre cas, de mettre un peu d'emphase sur certaines expertises qu'on a très, très, très techniques à l'interne. Eh bien, dans le portefeuille d'évolution culturelle, on va avoir des projets qui vont servir exactement ces besoins-là, par exemple, de développement des compétences. Donc, c'est complètement transversal et en fait, c'est partout et c'est toujours présent. Ben, merci beaucoup. Puis j'imagine qu'il faut aussi adopter une culture organisationnelle qui permet justement de susciter en fait cette curiosité, puis d'apprentissage, puis de changement, puis d'agilité à travers tous nos processus. Donc, merci pour ta réponse. J'en aurais une toute autre. Donc, quels sont les principaux défis auxquels Énergir a fait face lors de la mise en place jusqu'à aujourd'hui? Puis j'aimerais peut-être ajouter à cette question si c'était à refaire cette démarche-là, parce que c'est sûr, c'est une démarche où on s'ajuste en continu. Il y a plusieurs défis, des fois qu'on n'attendait pas dans le détour. Donc, quels sont les principaux défis? Puis peut-être si c'était à refaire, qu'est-ce qu'on ferait différemment? Bon, j'ai très peu de temps pour répondre à ça. C'est une grande Mais question. donc, premier défi là, qui me revient, ça a été, certains vont peut-être trouver ça comique, là, mais au début, on a dû prendre la décision, on a dû affirmer notre transformation. OK? Puis ça nous a pris un bon moment. Et beaucoup, beaucoup de discussions avec notre équipe de direction, pas qu'ils n'étaient pas convaincus, ils voulaient s'assurer de faire les bonnes affaires. OK? On ne voulait pas en faire trop pour rien. Et donc, ça a été vraiment un défi. Ce qu'on a fait pour se sortir de ça a été vraiment d'identifier ce sur quoi on devait se différencier versus ce sur quoi, finalement, on pouvait simplement se comparer. Ensuite de ça, je pense que le défi d'une transformation, c'est que, je l'ai dit, on change le système à partir du système. Donc, nous, on a une culture de consensus chez Énergir et je pense qu'à certains moments, on aurait pu gagner en vélocité si on avait été un petit peu plus directif dans nos prises de décision. Mais c'est complètement acculturel. OK? Donc, les défis sont nombreux, très nombreux. Donc, je vous dirais, après, je pense que, on s'est respecté dans la culture, dans comment on conduit notre transformation. Les équipes matricielles, ça amène de la complexité, on ne va pas se mentir. Mais je pense qu'à long terme, on est vraiment gagnant parce qu'on vient développer plusieurs muscles et on vient autonomiser nos secteurs à le faire, nos équipes à le faire par eux-mêmes. Puis la pratique de transformation vient juste évoluer puis continuer à soutenir les gens là où ils nous en sont avec leurs besoins.
Mais merci beaucoup. Puis je pense que ça met en exergue le fait que, en fait, il y a pas une réponse pour toutes les entreprises. Chaque entreprise va aussi trouver sa façon Ouais. d'agir puis d'adresser la chose. Tu parles justement de style de leadership, là. Est-ce qu'on est plus, on est un petit peu plus dans la direction versus le consensus mutuel et tout ça. C'est certain que c'est propre à chaque entreprise aussi, comment on gère les défis en équipe, en organisation. Donc, c'est des beaux défis, effectivement, puis des belles questions. Puis c'est sûr que des fois, on regarde peut-être en arrière, puis on se dit, ah, on aurait pu le faire directement, mais ultimement, je pense que tu ressors avec, on s'est respecté aussi dans qui on est, puis c'est quoi notre ADN chez Énergir. Donc, merci beaucoup. Je me lance sur une autre question. J'ai donc reçu la question ici pour développer, en fait, pour tous les projets, les chantiers, les phases dont tu as parlé. On peut imaginer que vous aviez des outils de suivi pour suivre l'évolution des projets, l'avancement. Et aussi pour évaluer le succès avec des indicateurs. Comment ça fonctionnait, ça, concrètement, dans votre organisation pour le suivi de la performance puis du succès? Oui, en fait, à travers, donc la gouvernance de transformation, au niveau des portefeuilles, les portefeuilles, on suit la performance des projets. Les projets sont liés à des objectifs stratégiques et ce sont ultimement la performance de l'atteinte des objectifs stratégiques, qu'on va suivre. Donc, on va en cours d'année, on va regarder comment est la santé de nos projets. On va dire, est-ce qu'on est en ligne pour atteindre les objectifs qui sont au plan stratégique? Et là, on va faire là, toute une revue d'affaires où est-ce qu'on va aller ajuster, on va faire un rouge en vert, c'est quoi l'état de santé de nos projets? Et on fait le lien entre la contribution des projets et l'atteinte des cibles stratégiques de notre plan. Les indicateurs qu'on suit au niveau du plan stratégique sont carrément ceux qui mesurent la performance de l'organisation. C'est ça qui détermine la bonification de nos gens. Donc, ça parle très fort. Là. C'est comme ça que c'est fait. Je pourrais pas je rentrerai pas dans le détail de la mécanique, mais il y a une équipe qui suit ça à temps plein. Mon collègue Anthony, l'équipe de priorisation, anime cette gouvernance-là de mécanismes de transformation là, avec les portefeuilles tout au long de l'année. Mmh. Merci. Donc, c'est vraiment une démarche qui est en continu, Oui, où on fait des suivis. Tu parles de vert, jaune, rouge. Donc, on peut imaginer un tableau de bord possiblement, des fois pour quand même communiquer selon différents niveaux aussi qu'on a besoin, dans quel niveau de détail on a besoin d'aller avec nos gestionnaires ou nos employés. Donc voilà. Puis, j'aimerais tu parles, bon, justement, on a une équipe dédiée. Tu nous as présenté un bureau de projet. Parmi nous, là, en ligne aujourd'hui, on a des entreprises de différentes tailles, oui. de certainement plus petite taille qu'Énergir. Euh, si on n'a pas une équipe qui est dédiée, si on n'a pas, comment on peut fonctionner justement pour quand même se donner l'espace pour le faire? Puis, est-ce que tu aurais des recommandations justement pour une équipe qui n'aurait pas un expert comme toi, par exemple, en place à l'interne? Euh, je pense qu'il faut d'abord prioriser selon vos besoins. OK? La réalité de votre entreprise va être probablement différente. Si vous avez, par exemple, commencez petit. Si vous avez un projet important informatique pour lequel vous investissez beaucoup, donc pour lequel les risques sont grands, vous pourriez tendre vers aller chercher des ressources en gestion de projet. OK? Si vous avez, par exemple, une intégration très importante, vous faites une acquisition, par exemple, d'une organisation, peut-être que là, ce serait plus la gestion de changement. Pourquoi? Parce que c'est une intégration culturelle. OK? Donc, plus au niveau des stratégies de communication et tout ça. Euh, Selon votre contexte, ça va varier. Vous n'êtes pas vraiment pas obligé d'aller chercher toutes les pratiques dès le début. Allez chercher peut-être les pratiques les plus pertinentes selon vos besoins. Et ce n'est pas nécessaire d'avoir un bureau, une équipe de transformation. Ceci étant dit, ce qui est nécessaire, c'est de dédier des ressources. Mhm. Il y a une tension importante quand on se transforme entre vos besoins de croissance puis vos besoins opérationnels. Si vous n'avez pas de ressources dédiées, vos opérations vont prendre le dessus. Ça peut être une seule personne, mais c'est important de la dédier parce que si vous ne la dédiez pas, c'est inévitable, les opérations vont prendre le dessus et vous allez perdre la vélocité dans votre transformation. Mhm. Mais oui, responsabiliser quelqu'un, c'est certain que ça aide aussi à ce que, ben,
à ce que le projet avance puis qu'il y ait des résultats concrets qu'on peut suivre également. Donc, se donner cet espace-là, c'est certainement une des clés de succès, se donner des ressources puis du temps. Donc, merci, ça répond bien à ma question. J'aimerais peut-être te poser cette question-là parce qu'on a parlé beaucoup de gouvernance. Bien sûr, dans le cas d'Énergie, vous avez un CA qui est engagé, la direction. On a parlé de plusieurs parties prenantes. Pourrais-tu nous parler un peu de cette tension-là entre qu'est-ce qui vient du haut, qu'est-ce qui vient du bas, et c'est quoi le rôle d'un CA peut-être dans une transformation comme ça? De notre côté, Énergir a toujours été très proactif dans sa volonté de diversifier ses activités et notre CA a toujours été très, très, très soutenant. Et je pense que c'est le rôle des leaders dans une transformation, c'est de soutenir, d'adopter une posture de service parfait, de quoi vous avez besoin pour réussir. Donc, je pense que ça, c'est pour la portion du leadership. Maintenant, dans l'équilibre, l'autre portion de la question, c'est dans l'équilibre, tu sais, qu'est-ce qui vient du bas, qu'est-ce qui vient du haut? Je pense que c'est super important d'arriver à un équilibre. Encore une fois, c'est important d'avoir une certaine direction. Il faut aussi laisser les équipes trouver les moyens. Une fois qu'on a déterminé c'était quoi la vision, les équipes sont tout à fait en mesure, sont souvent les mieux placées pour déterminer comment on doit y arriver. Oui. Définitivement, les équipes peuvent être porteuses de solutions parce que c'est leur quotidien aussi d'être dans Oui. les opérations et tout ça. Puis, mais c'est important d'avoir quand même une vision aussi, puis une acceptation dans nos objectifs pour allouer justement les budgets ou les ressources nécessaires pour arriver des fois à nos fins. Merci beaucoup. J'aimerais te lancer une dernière question parce qu'on le sait, les entreprises actuellement, on a sondé les entreprises dans les derniers mois, puis elles veulent faire cette transition, mais souvent, elles se retrouvent avec beaucoup d'autres priorités sur la Ouais. planche à dessin. Là, Ouais. on peut parler on pouvait parler de pénurie de main-d'œuvre, d'inflation, peu importe, les sujets Ouais. sont nombreux. Euh, donc, il y a plusieurs choses qui nous semblent très urgentes dans le Mhm. quotidien, plusieurs priorités. Et donc, comment on peut jongler avec cette saturation-là dans un contexte de changement parce que Mhm. les gens sont occupés sur beaucoup d'autres feux? Comment on gère ça? Oui, je pense que c'est inévitable de demander de ce sentiment-là de saturation de nos jours. Je pense qu'il faut juste l'accepter. Ceci étant dit, je pense que notre posture par rapport à comment on va composer avec comme leader est super critique. Euh, je pense qu'il faut choisir. Puis choisir, là, ça veut dire renoncer à des choses. Notre vice-présidente employée culture nous le rappelle souvent, choisir, c'est renoncer. Euh, Ça veut dire de faire des choix déchirants, ça veut dire de lâcher prise sur certaines initiatives. Je pense que comme leader d'équipe, leader de transformation, leader d'organisation, il faut donner l'exemple. Tu sais, si on se met à travailler 60 heures semaine, qu'on envoie des courriels le soir, nos employés vont le faire parce qu'ils Mhm. vont penser que c'est ça qu'on attend d'eux. Mhm. Bien, je pense qu'il faut donner l'exemple, puis il faut dédier des ressources à la transformation également. OK? Les ressources qu'on dédie à la transformation, encore une fois, vont nous permettre de se concentrer. Mais si on demande à nos équipes de conduire des projets de transformation, il faut en enlever aussi quelque part. Fait que c'est de faire des choix. Si vous changez, vous faites évoluer votre proposition de valeur pour votre clientèle, il y a peut-être des choses que vous n'avez plus besoin de faire. Mhm. Puis ça, c'est le bout le plus difficile, je pense, c'est dans le lâcher prise. Oui. Oui, parce que je pense qu'on veut bien faire tous et chacun Ouais. notre travail, remplir nos missions. Puis, mais je pense que l'idée que tu évoquais d'entrée de jeu avec la cartographie de tous vos projets, par exemple, peut aider à avoir cette vision globale aussi Oui. de tout ce qui est sur la planche à dessin, puis justement décider où est-ce qu'on met nos énergies. Parce que effectivement, on peut pas tout faire, il va falloir choisir nos batailles, puis il y a des choses peut-être qui vont être moins alignées avec certaines priorités. Donc c'est très sage comme réponse. Merci beaucoup. Moi, en fait, c'est ce qui conclut la période de questions. Joanie, je te remercie énormément pour ta présentation, pour avoir partagé aussi ton expertise à travers notre échange, avoir pris le temps de répondre aux questions des gens qui sont connectés avec nous. Merci beaucoup d'être d'ailleurs en ligne à l'écoute. Si d'ailleurs il y a des participants parmi nous qui ont envie de se joindre au prochain webinaire, ça va être le 12 juin. On reçoit Recyc Québec qui va nous parler en fait comment l'économie circulaire est un levier de la transition. Donc, vous pouvez vous inscrire gratuitement dès maintenant.
Et bien sûr, je vous invite à aller visionner. Donc, Joanie a donné quelques références pratiques. On va les ajouter à la boîte à outils de Convergence, mais il y a plusieurs autres outils qui sont présents sur cette boîte-là. Donc, je vous invite à aller consulter l'ensemble de ces ressources. Puis également, on a des webinaires passés qui sont disponibles en rediffusion, des balados pour vous inspirer. Donc, je pense qu'on commence à avoir quelques outils à portée de main sous la page Convergence que vous pouvez consulter. Donc, c'est ce qui conclut notre webinaire d'aujourd'hui. Joanie, encore une fois, merci énormément pour ta présentation. Merci pour ton temps. Puis je vous souhaite à tous une très belle journée, un beau vendredi. Merci beaucoup. Au revoir.